Radio à vous l'été. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. L'esprit patriotique. Eh bien, deuxième partie de cette émission sur Radio, Canal K sur Radio à vous l'été dans sa version TikTok Live. Héritage dictatorial de Gnassingbé Yadema. Son fils fort Gnassingbé en fait-il pire? Nous allons parler dans un entretien exclusif avec le journaliste Carlos Quito qui est avec nous en ligne depuis Luxembourg. Bonsoir Carlos Quito. Bonsoir Amos, bonsoir chers liveurs, followers, tiktokers, youtubeurs, facebookers. Bonsoir à tout ce monde, c'est avec un grand plaisir que je retrouve toute cette communauté dynamique, cette communauté attentionnée, cette communauté responsable, ambitieuse, qui veut le changement du Togo. C'est un plaisir pour moi après de longues années que je n'ai pas pu répondre au rendez-vous de Radio à vous l'été de Canal 4. Je suis à présent là aujourd'hui pour décortiquer l'actualité et permettre à chacun de voir comment on peut faire avancer les objectifs de la lutte. En tout cas, merci pour ta disponibilité. Carlos Quito, vous êtes un grand journaliste d'ailleurs, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes diplômé en sociologie, Université de Lomé d'ailleurs, journaliste d'abord à Radio Victoire, Radio Canal FM, au journal Motion d'information et aussi au journal L'Indépendant Express. Moi, je vous ai connu là-bas en tant que grand journaliste d'ailleurs. Vous êtes aussi cofondateur et ex-président de JDHO, journaliste pour les droits humains, ex-président de CDDH, Coalition Togolaise des défenseurs des droits humains. Vous avez plusieurs bagages intellectuels, car je ne vous flatte pas. Tout ça l'a éprouvé. Certificat de journalisme professionnel, école de journalisme de Reno, Nevada aux États-Unis. Diplômé à l'ESJ à Lille en France, certifié en études parlementaires, Université de Luxembourg actuellement, bravo. Vous êtes certifié en droit humanitaire, j'allais dire, des droits humains, Université des médias des droits humains à Genève en Suisse, vous l'avez dit tout à l'heure. Analyste politique, géopolitique, franchement, chapeau, Carlos Quito, je ne peux dire plus que ça. Vous êtes tout simplement un journaliste engagé aux côtés du peuple togolais. Alors, cette interview va se faire à bâton rompu. D'ailleurs, vous suivez l'actualité au Togo. Je l'ai dit tantôt à l'entame de cette émission, en deuxième partie du TikTok Live. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Héritage dictatorial de Yadema, fort Gnassingbé, son fils, en fait-il autant, Carlos Quito? Merci pour cette présentation un peu trop élogieuse. C'est vrai que je me suis donné le devoir d'accumuler les connaissances, le savoir, et parfois au détriment du bien matériel. Moi, je trouve un peu d'argent. Pour moi, c'est d'aller dans les bibliothèques, d'aller dans les formations, d'aller à l'université et de pouvoir accumuler des connaissances, des diplômes et des certificats. Et ça me permet, en tout cas, de pouvoir vivre dans un monde qui est en perpétuelle mutation, où la géopolitique, la géodiplomatie, la géoéconomie, la géopitale sont devenus les maîtres mots qui dirigent le monde. Et c'est pourquoi je me suis donné le devoir de pouvoir apprendre tous les jours et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours continué d'apprendre. Et maintenant, sur la première question, vous me demandez l'héritage de Gnassingbé ou bien du Togo, et fort Gnassingbé en fait pire. Mais je pense que cette question vaut son pesant d'or dans la mesure où
Et après 20 ans de règne de Faure Gnassingbé, on voit que le pays est totalement sinistré. C'est un sinistre très très avancé parce que Faure Gnassingbé a fait du régime au Togolais aujourd'hui un régime avancé et pourri qui n'arrive plus à répondre aux besoins des populations. Et malheureusement, c'est ça la situation. Et vous savez, le Togo, depuis 60 ans, n'a pas su, avec le régime de père en fils de Faure Gnassingbé, ce régime n'a pas pu transformer ses ressources en développement. Et vous savez, nous avons des mines, hein, nous avons le phosphate, nous avons le port autonome de Lomé, nous avons une jeunesse dynamique. Mais ce pays devait être une locomotive régionale. Le Togo, à un moment donné, était convoité par d'autres pays comme la Suisse de l'Afrique. Vous êtes en Suisse, vous savez un peu ce que ça signifie. La Suisse de l'Afrique, c'est que il y a des infrastructures épanouies, il y a un développement social enviable, et puis il y a un développement économique très très stratégique et compétitif. Mais après 20 ans du pouvoir de Faure Gnassingbé, on a vu que le pays est totalement débridé, le pays est en lambeaux et les infrastructures sont vétustes, la pauvreté reste structurelle. Pendant ce temps, les autres pays de la sous-région essaient d'avancer. Quand vous allez au Bénin aujourd'hui, après la fin de mandat de Patrice Talon, c'est la nuit et le jour, il y a 10 ans, avec Patrice Talon. Quand vous allez au Ghana, au moment où ce pays est en train de se moderniser de façon vraiment à puissance exponentielle, le Togo est à la traîne. Et puis il faut rappeler également, parce que quand vous parlez d'héritage, Faure a commencé par hériter de quoi? Il a commencé par hériter d'un pouvoir politique qui a été transmis par son feu père Gnassingbé et Adema. Et dans quelles conditions? Vous savez, le 5 février 2005, je ne veux pas faire l'histoire, ça risque d'être redondant parce que tout le monde le sait déjà. Faure Gnassingbé qui était ministre dans l'espace de quelques heures, parce qu'à l'époque j'étais à Radio Canal FM, on s'était mobilisé pour commencer à faire des émissions, à proclamer la Constitution avec son article 150. En cas de coup d'État, tous les Togolais, toutes les populations doivent se mobiliser pour faire échec et combattre par tous les moyens le coup d'État. Il y avait eu coup d'État le 7 février. Mais à Canal FM, à l'époque, on avait pu dénoncer. Mais Faure Gnassingbé, du rang de ministre, il est passé à député. Et après, au président de l'Assemblée nationale, de président par intérim et président de la République. C'était, comme les Allemands disent, wunderbar, extraordinaire. Merveilleux comme une transition. Et là, quand les populations ont voulu riposter pour dire que non, on n'est pas d'accord avec cette façon cavalière, cette façon chaotique de prendre le pouvoir, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a massacré des populations. 500 morts selon les rapports des Nations Unies. Ça, c'est juste pour rappeler l'histoire. Et maintenant que tu as réussi à prendre le pouvoir par la force à travers un coup d'État, la meilleure façon de faire, c'est de faire des preuves que tu as de bonnes intentions, tu es assez intelligent, tu es assez leader pour pouvoir diriger le Togo. Mais sur le plan de la gouvernance, c'est la catastrophe. En 20 ans, Faure Gnassingbé n'a jamais réussi à construire une seule université, il n'a pas construit un hôpital de référence sociale pour les populations, il n'a pas construit une seule autoroute, dans la mesure où, aujourd'hui, dans le système de fonctionnement, des financements et des politiques de développement au niveau de l'espace UEMOA et même au niveau international, des infrastructures s'imposent à tous les pays. Ça veut dire que vous avez des financements pour créer le développement des infrastructures dans votre pays. Mais tout ce développement, tous ces financements et tous ces emprunts obligataires, tous ces prêts que le gouvernement est en train de faire, où est le résultat? Il n'y a pas de résultat. Ça veut dire que c'est l'échec sur toute la ligne. Ce qui fait dire à des observateurs, à ceux qui ont fait des sciences politiques, ce qui leur fait dire que Faure Gnassingbé est même surpris lui-même d'être élu président de la République. C'est comme il est en train de se voir sur une scène où c'est une autre personne qui est en train d'animer. D'accord. Il est en train de suivre cette scène de façon étonnée. Donc, l'héritage politique de Faure est un héritage politique sinistré. D'accord, d'accord. Un héritage politique chaotique. D'accord. Est un héritage politique alambiqué. Est un héritage politique déplorable. Est un héritage politique cynique. Parce que
il n'a pas réussi à mettre les populations dans un contexte où il aura le minimum de bien-être. D'accord. Il aura le minimum de bien-être. Parce que à l'échelle africaine, ouest africain, à l'échelle africaine, à l'échelle mondiale, je ne sais pas si il y a un pays qui soit autant en retard que le Togo. En retard dans tous les domaines. Dans le domaine de la gouvernance, l'économie, la politique, et les droits de l'homme et même la visibilité internationale. Je n'ai pas encore vu un Togo qui soit un pays qui soit aussi en retard que le Togo. Donc, c'est la catastrophe. Fort Gnassingbé, c'est la calamité. D'accord. Alors, Carlos Ketao, je ne te coupe pas, on va se tutoyer en tant que confrère. Alors, après tout ce développement, héritage de Gnassingbé Adéban et l'état dictatorial de Gnassingbé Adéban, Fort et Gnassingbé, son fils, en fait pire, selon vous, là, après vos développements. Alors, on note aussi, par rapport à cette crise qui perdure, une indifférence totale du peuple togolais et en même temps, l'arrogance de Fort Gnassingbé face à la crise. Carlos Ketao. Vraiment, c'est étonnant. C'est étonnant parce que après 20 ans de gouvernance, où il y a quelques années, il y a quelques mois, à partir du mois de juin, et les populations à travers la jeunesse, avec les blogueurs et les influenceurs, une partie de la population de la diaspora, quand tout ce monde qui constitue naturellement la majorité a commencé à se plaindre, Fort Gnassingbé se mure dans un silence glacial. Encore de plus qu'il y a eu 7 morts lors d'une manifestation. Il ne parle pas. Il n'a rien dit au peuple. Quand vous parlez de 7 morts, c'est parce que vous êtes en Europe, vous connaissez la valeur de la vie. Voilà. Que vous parlez de 7 morts. Quand vous parlez de 7 morts, moi je suis au Luxembourg, je sais ce que c'est que la mort d'une personne. Quand j'étais à l'Omnaï, quand je parle d'Alomnaï, c'est parce que j'ai bénéficié d'un programme d'État américain, le secrétariat d'État, pour faire une découverte des institutions américaines. Et on a visité le Pentagone, on a visité le secrétariat d'État, les ministères, et on a fait 5 États. Et à travers cette bourse que j'ai obtenue du secrétariat d'État des Américains, ça m'a permis de comprendre ce que c'est que la vie humaine, ce que c'est que l'importance de la vie humaine. Quelqu'un qui glisse dans des escaliers et qui a eu une égratignure au genou, vous allez voir que les sapeurs-pompiers, la police, les infirmiers se mobilisent pour venir prendre en charge cette personne. C'est ça qu'on appelle la vie humaine. Même ici, en Europe, pour ceux qui ne le savent pas, un chien qui a eu une égratignure quelque part blessé, mais ça crée aussi une mobilisation des sapeurs-pompiers pour sauver ce chien, pour sauver ce chat. Ça veut dire qu'au Togo, Fort Gnassingbé a transformé le pays comme s'il dirigeait des animaux. Les animaux en Europe, j'avais écrit cet article, ont plus de valeur que l'être humain au Togo. Ça veut dire qu'il s'en fout, il s'emmure dans le silence glacial. Ce mutisme n'est pas de la sagesse, mais c'est une tactique de domination. Ignorer le peuple, c'est l'humilier. Dans l'histoire, ce genre de silence a précédé la chute, et si je veux le dire ici, certains dictateurs, Ben Ali, en Tunisie, ou de Blaise Compaoré. Parce qu'à un moment donné, Ben Ali, il se disait que le peuple était acquis, le peuple était silencieux, le peuple était dominé, et on ne pouvait plus rien faire pour éviter la colère du peuple. Donc, il s'est emmuré dans le silence, Blaise Compaoré ou bien Ben Ali, et à la fin, on a vu ce qui s'est passé, la conséquence a été directe, et ça a été la fin de leur régime. Donc, à force d'ignorer la douleur du peuple, le pouvoir devient sourd et court vers sa propre fin. Donc, le silence de Fort, je crois que nous sommes ici au XXIe siècle, nous sommes en 2025, et les choses ne se passent pas comme avant. Parce que j'ai appris que Fort s'inspire beaucoup de Machiavel, et il pratique toutes ces théories pour essayer de dominer le peuple. Moi, j'ai lu Machiavel dans toutes ses œuvres, le prince, le manifeste du guerrier urbain, et puis tout le reste. J'ai vu ce que ça signifie. Vous savez, l'indifférence du pouvoir
togolais, incarné par Faure Gnassingbé, si je veux citer, aller un peu dans des considérations philosophiques, s'apparente à ce que les philosophes politiques nomment le silence stratégique de la tyrannie. Les philosophes l'appellent le silence stratégique de la tyrannie. Ce mutisme, c'est hautain, n'est qu'une absence de réponse. C'est parce que Faure Gnassingbé n'a pas de réponse. Et je suivais le monsieur ministre des droits de l'homme à Doumbouya hier sur France 24 et j'ai eu exactement la réponse à cette théorie que je suis en train de développer. Cette théorie philosophique qui dit que le silence, c'est stratégique de tyrannie. Pourquoi? Parce qu'on a posé la question à Doumbouya. Mais quand même, les populations qui sont en train de se révolter, qui sont en colère, ils ont une raison. Est-ce que vous les écoutez? Est-ce que vous avez eu une réponse à cette question? Il y a eu une grande sociale dans le pays quand même. Il n'a pas réussi à donner une réponse à cette question. On a dit, mais est-ce que vous écoutez le peuple? Et il a fait diversion, il est allé raconter des choses, ce que je peux appeler des balivernes. Il est allé à Karakou, il revient de 400 km du Togo, et que 400 km au nord du Togo, et qu'il a vu une jeunesse qui était mobilisée, des centaines de jeunes qui font quoi? Et des centaines de jeunes qui ont dit quoi? Des centaines de jeunes à qui vous avez dit quoi? Donc, c'est l'absence de réponse. Il s'agit de nier la légitimité même de la colère populaire, comme pour mieux en délégitimité ces porteurs. Ça veut dire que Faure Gnassingbé se dit que ceux qui sont en train de porter la colère du peuple ne sont pas légitimes, ne sont pas des bons répondants pour le faire, et au même moment, cette revendication qui est en train d'être portée n'est pas légitime. Pourquoi? Parce que lui-même, il est étonné d'être aujourd'hui le président du Togo. Parce qu'il ne s'y attendait pas. Après, je crois qu'il va se regarder dans le miroir et va se dire que bon, donc c'est moi fort là. Donc c'est moi fort qui suis devenu le président du Togo. C'est moi qui ai le droit de décider de l'avenir, de la gestion du pays. C'est moi qui ai le droit de dire, donnez-moi 10 milliards, on va me donner. C'est moi qui ai le droit de faire tout. Mais il s'en étonne. Et quand on n'est pas préparé, ce sont des choses comme ça qui arrivent. Dans la tradition machiavélienne, je vais encore aller là-dessus. Dans la tradition machiavélienne, c'est-à-dire de Machiavel, le prince s'arroge le droit de décider du moment et du contenu de la parole. Or ici, Faure opte pour l'omission, une stratégie de mépris du peuple. Mais cette posture devient contre-productive dans un monde hyper connecté. C'est un monde que nous connaissons qui est hyper connecté aujourd'hui, où le silence du chef de l'État face au cul d'un peuple est perçu comme une fuite lâche et une provocation. Et cette provocation se matérialise aussi par cette incapacité à transmettre le message. Si vous connaissez bien très fort, toutes les occasions qui lui sont offertes pour dire quelque chose entraînent des bêtises, entraînent des gaffes. Ça veut dire qu'il n'a pas le langage qu'il faut pour parler aux gens, il n'a pas le sens de la réflexion profonde, cohérente, pour pouvoir transmettre un message. Tout à fait. Il n'a pas ce sens-là. Tout à fait. Parce que, je vais vous donner quelques exemples. Laissez-moi passer, donner quelques exemples. Allez-y seulement. Quand il est allé en Corée, on lui demande une question sur la jeunesse africaine. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a raconté une connerie. Il a dit, voilà, les jeunes de ma région ne réfléchissent pas avant d'agir. Ça a été un scandale et tout ça. Moi, je l'ai suivi à la COP 21, quand il était invité à COP 21, c'était à Paris à l'époque. Au moment où on était dans un contexte de protection de l'environnement et de climat, et il donnait un panel. Faure Gnassingbé, au cours de ce panel, je ne sais pas si cela a été préparé, au cours de ce panel, il commençait par parler des énergies, du charbon, des énergies fossiles, alors qu'on était de parler de la protection de l'environnement, où il vient parler du charbon. Vous voyez, les contextes ne sont pas compatibles avec ce qu'il dit. Et je vais prendre l'exemple le plus récent. Un chef d'État qui est contexté dans la région sud du pays par la majorité de la population et aussi au sein même de sa communauté où il est contesté. Il a l'occasion de voir des centaines de jeunes devant lui.
devant lesquels il prend la parole. Mais il faut galvaniser cette population. Il faut justifier ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Il faut appeler à la responsabilité et à toi, à tes collaborateurs et à cette jeunesse. Mais vous avez vu son fort en train de bégayer en demandant à la population ou à ces jeunes, est-ce que vous avez mangé? Pourquoi vous ne dansez pas? Et pourquoi vous ne dansez pas? Vous savez qu'il n'a aucun message à délivrer. C'est ça, j'appelle le silence stratégique de la tyrannie, qui est un mutisme hautain et une absence de réponse. Fort n'a pas de réponse. Tout à fait. Il est totalement, je ne sais pas, avarié. C'est le terme qu'il faut. Il n'est plus compétitif et sa réflexion est anachronique avec la réalité. Donc voilà un peu en quoi aujourd'hui Fort fait le pire. Il fait le pire. Moi, je n'ai jamais jeté des fleurs à Gnassingbé Yadema. Mais quand les gens disent il fait pire. Il fait pire. D'accord. C'est mieux que Fort Gnassingbé. Parfois, je pense que ces gens ont raison. En tout cas, c'est révoltant. Dans vos développements, on sent quand même cette révolte-là, qui est même aussi ancrée dans beaucoup de Togolais. On a vu sur les réseaux sociaux les révoltes du peuple. Les gens sont allés même, à commencer par des diffamations, des injures également. On a suivi beaucoup d'activistes et des chanteurs engagés, notamment de Amron. Parlons-en. Amron qui a déclenché une nouvelle mobilisation. Donc du 6 juin dernier, vous l'avez suivi comme beaucoup de Togolais d'ailleurs. Après, Amron, il a été sauvagement maltraité. Il a parlé de torture, il a dénoncé dans son live après sa libération. Donc, après ce live, il y a eu des critiques. Vous-même, on vous a aussi suivi. Je pense que c'était avant-hier, il a encore fait un nouveau live. Vous l'avez aussi suivi. Mais est-ce que ce n'est pas trop tôt quand même de le critiquer ou phénomène Amron, phénomène, dira-t-on, populaire ou manipulation intelligente, Carlos Quetao? Je ne suis pas dans une posture de critique de Amron. Parce que j'ai l'habitude de tomber à la limite amoureux des personnes intelligentes. Et au-delà de ce que la personne dit, que les gens lisent, moi j'ai un peu parfois la capacité de pousser la réflexion un peu plus loin pour décortiquer, pour décrypter le message qui se cache derrière la sortie ou l'intelligence de la personne. C'est pourquoi, dès le début, j'ai commencé à suivre les lives de TikTok tout simplement parce qu'à un moment donné, Amron a commencé par parler. Et j'ai apprécié beaucoup ce que Amron a fait et je l'en félicite. Amron s'inscrit dans une tradition inédite de rupture narrative. Tout comme Tipi Akakam en 2017, qui avait déjà fait trembler le pouvoir. La montée fulgurante d'Amron, fruit d'une audace scénique, d'une rhétorique transgressive que j'ai appréciée, dépasse le simple phénomène de mode. Elle révèle une société en quête de figures de révolte alternatives hors des sentiers battus des partis politiques traditionnels. C'est pourquoi vous allez constater que quand Amron est sorti, quand il a commencé par critiquer vertement Fort Gnassingbé avec la fougue, avec l'énergie qu'il faut, avec les mots qu'il faut, avec les paroles qu'il faut, il a mis en retraite provisoire les partis politiques traditionnels de l'opposition qui finalement tarissent d'admiration pour Amron, tarissent d'éloges pour Amron. Et tout de suite, je parcours les réseaux sociaux. Il y a Rabia Nicodème qui disait
que Amron, c'est mon leader. Vous voyez jusqu'à quel niveau Habia Nicodème, qui est un leader politique de longue date, qui a mené sa lutte contre Yassine et qui continue de le faire, se retrouve comme un fan, un admirateur de Amron. Ça veut dire que Amron a fait fort. Je pense qu'il faut laisser la place à la jeunesse quand même. Oui, j'ai analysé l'intelligence du phénomène Amron. Cette intelligence est d'avoir compris que dans une dictature, parler en métaphore, en provocation, est une forme de lutte. Nous l'avons adopté depuis longtemps. Moi, quand j'étais à Motion d'information, quand j'allais sur Canal FM, quand j'étais au journal Indépendant Express, toutes les sorties étaient des sorties d'affrontement. Et cette forme de lutte anéantit l'image et la force de domination du système en place. Et le régime a très vite tenté et compris, et le régime a étouffé dans l'œuf avec la brutalité que vous connaissez cette sortie de Amron. Les tortures, l'humiliation, raser les têtes, raser la barbe et tout ça là. Et on a même traité de fou. Les arrestations habituelles, les tortures, les humiliations, comme pour rappeler au peuple togolais que l'ordre ancien n'a pas désarmé, parce qu'on a vu la sortie des miliciens. Mais malheureusement pour le régime, le coup de feu est déjà parti. Même si la balle vacille, le bruit d'Amron arrive. Donc je nourris de l'admiration pour Amron. Mais je vais le prendre sur le point un peu sociologique. Même si Amron, comme Akadam, a été ou est aujourd'hui un accélérateur d'histoire, un détonateur dans un baril de poudre, il faudra voir s'il tiendra. Mais il a déjà déplacé les lignes. Et ça, c'est souhaitable. D'accord. Je l'ai suivi. J'ai réagi à son avant-dernier live. Que, quand il est revenu, c'est vrai, quand on revient de la torture, c'est difficile de pouvoir garder la même posture critique comme quand on était libre. La preuve, moi qui suis ici, quand je suis passé au street, quand j'ai passé les 5 jours avec un python dans la cellule, avec des tortures psychologiques, avec des tortures physiques, quand j'ai réussi à quitter le Togo, je pense qu'à un moment donné, les gens me posaient la question pour savoir, mais Carlos, mais tu ne réagis plus. Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu es devenu? Parce que les stigmates, les limbes de la torture restent ancrés et toutes les paroles, tous les mots que tu dois prononcer sont contrôlés. Est-ce que vous me comprenez? Tout à fait. Vous savez qu'on a tellement... Et je sais comment ça se passe. Hein? Je sais comment ça se passe, la torture psychologique. Raison pour laquelle je vous ai dit, Carlos, raison pour laquelle je vous ai demandé si n'est pas trop tôt pour les critiquer, quelles que soient les critiques que vous voulez lui apporter quand même. Je suis en train d'en venir, parce qu'il faudrait que je fasse l'analyse pour pouvoir tirer la conclusion. Quand on te torture, on te dit que cet homme-là, Nassi est fort Nassimé. Il ne faut plus jamais prononcer son nom. Il ne faut plus jamais le critiquer. On te met tellement ça dans la tête que même si le nom de Fort Nassimé te vient en tête, tu as envie de fuir, de disparaître. Et c'est ce lavage de cerveau qu'on a fait à Amron, qui a de la peine même à dire Fort Nassimé. Où il se résout à dire président du Conseil, à dire président de la République et à orienter la critique et l'engagement dans un autre contexte que Fort Nassimé. Moi, j'ai réagi à travers son dernier live, son avant-dernier live, pour dire que on n'a pas besoin qu'ils nous disent que voilà, nous avons la lutte à faire, nous avons l'engagement à mener, mais on peut laisser le président du Conseil. C'est cette phrase-là
qui m'a révolté, qui m'a interpellé. On peut laisser le président du conseil diriger, mais il faut revendiquer notre souveraineté. Ce n'est pas possible. D'accord. Quelle que soit la torture que tu as subie, tu ne peux pas prononcer cette phrase. Là-bas, c'est quand même un peu ambigu quand même pour vous. D'ailleurs, pour beaucoup de Togolais aussi. Hein. J'ai attiré son attention pour dire attention. Vous savez, il y a beaucoup qui luttent, qui font des déclarations, qui font des lives pour parler du Togo. Est-ce que vous m'avez vu m'engager à critiquer, à faire une analyse de l'intervention de quelqu'un? Non. Je l'ai fait avec Amoron, tout simplement parce que le peuple togolais a donné mandat à Amoron. Et quel est ce mandat? Quand il a été interpellé, on a tenté de le corrompre avec 25 millions. Il a refusé, il a profité, il a préféré prendre l'argent cotisé par la population, par nous, le peuple togolais, pour éviter de tomber dans la corruption, de tomber dans le changement de posture en matière d'engagement. D'accord. Et quand il a pris cet argent, c'est comme si c'est un contrat social qu'il a signé avec le peuple togolais et il doit passer le message qu'il faut au peuple togolais. Karl Marx a toujours dit qu'il faut chanter au peuple sa propre chanson pour le mettre en mouvement. Au Blambe Arouya, ne Radinova de Touha, ne Amomunya Hawa, et nous, Azam et Lagbele. Ça, c'est clair. Au Torawa, au Boflo Agblé, au Vatora, au Bossag, au Vatora. On m'a compté ce que m'a moulé les Arouya. Arouya, tu ne sais pas si c'est une chanson de révolte, une chanson de funérailles, une chanson de joie. Donc, Amoron est venu entonner au peuple une autre chanson que la chanson que le peuple attendait. Et c'est pourquoi il a été raillé par la population, dont moi. Et je le répète, c'est parce qu'on lui a donné mandat, on lui faisait confiance et en cotisant pour lui éviter la corruption. Sinon, j'aurais déjà réagi aux publications de Mme Nyakade. Ben, je ne l'ai pas fait parce que pour l'instant, on ne l'a pas encore engagé. C'est elle qui fait son combat personnel, même si... Ou tout simplement pour vous aussi, en tant que journaliste analyste politique, Amoron, à un moment donné, vous inspire confiance. Amoron m'a toujours inspiré confiance. Je n'ai pas une seule preuve pour dire aujourd'hui que Amoron a été corrompu, Amoron a fait ceci. Mais, vous savez, le passage à l'échafaud, si je peux l'appeler ainsi, entre guillemets, dans les systèmes de torture du pouvoir togolais, si on ne sait pas tenir, on risque de basculer facilement. D'accord. C'est pourquoi il faut maintenant maintenir les caps pour l'interpeller, pour qu'il ne bascule pas. Parce que nous connaissons la situation. Au-delà de tout, il y a la pression familiale, il y a la pression des amis, il y a la pression financière, il y a la pression sur ses parents. Tout cela peut lui permettre de dire que, oh ben, à quoi bon, hein? Il va mettre mes enfants en danger pour rien. Tout à fait. Il faut avoir la force mentale. D'accord. Et aujourd'hui, c'est vrai, j'ai suivi son avis d'hier, je vais faire un petit résumé. Il a beaucoup parlé de lui. Il a beaucoup dit que, il s'est beaucoup plaint contre ceux qui l'ont critiqué parce qu'il dit que lui, il est encore au pays, on ne sait pas ce qu'il subit après avoir passé été pâté à tabac, on ne sait pas ce qu'il a subi et continue d'être au pays. Mais moi, je dis que Amoron est encore au Togo et continue de parler, tout simplement parce que Faure Gnassingbé a toléré, tout simplement parce que le régime togolais a voulu que Amoron continue d'être au pays. Mais si le régime togolais dit que Amoron, à partir d'aujourd'hui, ne va pas être au Togo, Amoron ne sera pas au Togo. On peut encore arrêter Amoron, on peut le mettre en prison, on peut le condamner à 15 ans, rien ne va se passer. C'est le régime togolais qui a toléré la vie, le fait pour Amoron de continuer à vivre au Togo et à parler. Donc ça, il faut qu'ils le comprennent. Et au-delà de tout ça, comprenez que la situation qu'a vécu Amoron, pour moi, c'est une situation que beaucoup de personnes ont vécue. Et Achole a été torturé. Et Faure Gnassingbé est toujours en prison torturé. Et moi, j'ai passé au SCRIC. Ferdinand a été le journaliste. Il a subi les affres de la torture du régime togolais. Et puis, il y a plein de choses. Des gens qui sont encore en prison sous la torture. Et la torture psychologique que certains leaders ont accumulée depuis 20 ans. C'est pourquoi parfois, il faut un peu excuser certains leaders politiques dans leur lutte, dont, entre autres, Jean-Pierre Fabre. On va en parler tout à l'heure.
en 2005, après les massacres de 2005, qui a tenu le flambeau à travers les manifestations chaque samedi avec toutes les formes de pression, D'accord. et d'intimidation. C'est Jean-Pierre Fabre. Donc, au-delà de tout, aussi, il a maintenu le flambeau pour avoir une forte opposition. On va revenir là-dessus, Carlos. Hein. Alors, vous qui venez de nous rejoindre dans cette émission, entretien exclusif avec le journaliste Carlos Kitou sur notre compte TikTok Tapoter Partager. Alors, Carlos Kitou, après ces discussions autour de l'action d'Amrom, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, il vous fait confiance, il vous inspire confiance, c'est pour ça que vous voulez apporter des critiques constructives et non pas le détruire, ça c'est clair, et ceux qui comprennent bien, ou bien ceux qui savent lire en ligne doivent vous comprendre aussi. Alors Carlos Keitaou, alors je pense Amrom aussi a longtemps parlé de rupture, comme aussi nos amis de pyramide pas de résistance, de rupture. Et le peuple, la dernière fois, par ce boycott massif, aussi pas de rupture totale. Nous ne voulons plus des élections, nous voulons rompre avec ce régime. Alors, jusqu'où ira notre résistance? C'est ça. Ou qu'est-ce qu'il nous reste encore pour en finir avec cette dictature, Carlos Keitaou, sa langue de bois, avec toutes ces mobilisations qu'on a vues ces derniers temps? Le Togo est actuellement à un tournant. Le peuple, longtemps endormi par l'usure de la répression, est aujourd'hui porté par une génération que je peux dire désinhibée. Une génération inventive et déterminée. Et si je parle ainsi, je m'en vais faire un clin d'œil au mouvement du 6 juin, au M66, et à ses acteurs, à ses animateurs. La résistance s'est affranchie des schémas classiques. Aujourd'hui, la résistance est fluide, elle est virale, elle est imprévisible. Et en cela, cette résistance rejoint ce que j'aime souvent parler de la philosophie, Foucault appelle une micro-physique du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir se fissure non plus par les grandes marches organisées, mais par la désobéissance subtile et la moquerie virale. Vous voyez comment les autorités togolaises, Faure Gnassingbé y compris, sont tournées en dérision sur les réseaux sociaux. Et quand vous voyez l'image qui est faite des autorités togolaises à l'étranger, à l'international, je n'ai jamais vu un seul dirigeant, un seul pays avoir autant de mauvaises images à l'international. Récemment, j'étais allé dans une commune à côté et un Cap-Verdien, je me présente à lui, il me dit qu'il est Cap-Verdien, moi je dis je suis Togolais. Et automatiquement, il me dit, ah, votre président là, ben, c'est pas possible, hein? Ça ne va pas au Togo. Vous imaginez? Et ça, c'est un cas isolé. Et il y a beaucoup d'autres cas. Ça veut dire que la résistance qui est là actuellement est une résistance qui est porteuse d'espoir et de neutralisation et de mise à la fin de ce régime de Faure Gnassingbé. Les jeunes blogueurs, vous allez le constater, loin d'être des amuseurs, des plaisantins, deviennent les porte-voix d'une défiance radicale. Le pouvoir est pris de court, naturellement. Le pouvoir est en train de racoler le morceau. Mais le fait, dans un climat de panique stratégique, ne porte pas. Et nous sommes en train de vivre ce qu'on peut appeler ce qu'on a connu en Roumanie avant la chute de Nicolae Ceausescu. La résignation a cédé la place à l'humour corrosif et à la résistance inventive. Je vais reprendre parce que pendant la période de Nicolae Ceausescu, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais
entr'acte. Et dans tous les foyers, dans toutes les maisons, dans toutes les concessions, les gens tournaient en dérision, se moquaient tellement de Ceausescu qu'il avait pitié de lui-même, il avait pitié de se regarder dans le miroir. Et c'est ça que j'appelle l'humour corrosif et la résistance inventive. Une autre façon de faire de la résistance. Et cette résistance a été menée de façon tellement populaire que même le petit enfant, quand il entend le nom de Faure, il a une mauvaise image de son nom. Et c'est ce qui est très bien dans la lutte aujourd'hui. Le pouvoir est naturellement fragilisé. Vous pensez qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de prendre le vol, d'aller en Suisse, d'aller en Europe, en France, d'aller aux États-Unis? Personne ne l'invite. Parce qu'un travail de fond a été fait. Et le travail mené en l'espace de 3 mois par les influenceurs, par le peuple togolais, et les massacres qui s'en ont suivi, par exemple les 7 mois, ont mis le régime togolais dans une situation d'isolation ou d'isolement. Isolation, c'est plus thermique. D'isolement. Et dans ce cadre, ils sont en train de se chercher. Et bientôt, vous allez comprendre que si Faure Gnassingbé ne cède pas à la résistance de la population, il va connaître ou bien le sort de Nicolae Ceausescu, de la Roumanie, ou bien le sort de Samuel Doe ou de Blaise Compaoré. Donc, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le peuple togolais, jusqu'où il ira dans la résistance, parce que tous les moyens sont possibles. D'accord. Il faut continuer la résistance. Faure Gnassingbé risque de laisser sa peau. D'accord. S'il continue à s'entêter et à être arrogant avec le peuple. D'accord. Carlos Quito, tout à l'heure, vous avez évoqué le nom de ce grand mouvement d'ailleurs. Il est un nouveau mouvement, il y a un grand mouvement, M66, dirigé par les blogueurs, dont nous saluons aussi leur courage, surtout. Alors, nous sommes dans la diaspora. Vous avez rejoint dans la diaspora il y a au moins 2 ou 3 ans déjà. Carlos Quito, si je ne me trompe pas. Vous voyez comment nous fonctionnons. Nous sommes que dans les invectives. Alors, ceux qui sont sur le terrain ne peuvent pas faire. Il n'y a pas d'opposants au Togo. Il n'y a jamais d'opposition. Ils ont pris de l'argent. Ils ont trahi la lutte. Et lorsque ce mouvement est né, oui, non, mais des membres de la diaspora, surtout à Salang de Carlos Quito, on se connaît très bien. C'est ce qui se raconte, c'est ce qui se fait. On avait des preuves. Allez, ces jeunes, allez, ne traitez pas avec ces politiciens au Togo. Non. Ils vont vous corrompre. Ou bien ils vont récupérer votre lutte. Alors, moi, je voudrais te poser une question très simple. Vous êtes un journaliste engagé depuis de longues années, Carlos Quito, parle sans langue de bois. Alors, quelles sont vos relations, justement, avec des personnalités politiques, des grands leaders, notamment Jean-Pierre Fabre, François Akila Soboko, Feu Bertin Agba, Jean-Pierre Fabre, Léopold Ninevi, Jikris Olympio, Agboiba aussi, Feu Agboiba, etc. En gros. Oui, je pense qu'en tant que journaliste, et j'ai commencé le journalisme en 2001, si je ne m'abuse pas, et après la création de Radio Victoire, dans sa première formule où Gnassingbé et Yadema étaient là, je parle de 2001-2002. Gnassingbé et Yadema étaient là, et ce n'était même pas on ne pouvait pas oser prononcer le nom de Yadema n'importe comment ou à la limite l'insulter. Mais à Radio Victoire, à l'époque, nous avons créé des émissions qui a commencé à critiquer Gnassingbé Yadema, où il captait même à Lomé pour écouter. Donc, je pense qu'à cette période, en commençant le journalisme, nous avons eu l'occasion, ce n'est pas comme aujourd'hui, de rencontrer les leaders politiques et d'échanger avec eux sur la manière de fonctionner. Et vous m'avez cité quelques noms par hasard, et je pense qu'avec toutes ces personnes, j'ai réussi à tirer non seulement des liens professionnels, mais des liens d'engagement politique, en les conseillant, en leur donnant des idées, en essayant de les orienter et en les critiquant
s'il ne reste pas dans la lutte et dans la logique du combat. Celui que j'ai le plus côtoyé, c'est Maître Yaovi Agboibo. En témoigne la chronique en oraison funèbre que j'ai essayé de publier sur lui en mai 2020 quand il est décédé. Maître Agboibo, c'est presque un parrain à moi parce que j'ai travaillé avec lui de bout en bout pour neutraliser certaines forces nuisibles à la lutte. Et on a gardé de très bonnes relations, mais c'est des relations qui parfois sont escamotées et parce qu'à un moment donné, il était Maître Agboibo dans la logique de la cogestion. Et dans une logique de cogestion, il va falloir faire avec le pouvoir et traiter avec le pouvoir. Et moi, je lui ai dit, Maître Agboibo, vous êtes en train de faire fausse route. Et je n'ai pas été d'accord. Mais tant qu'il a été Premier ministre, vous savez, j'ai accompagné Maître Yaovi Agboibo jusqu'à la primature. Hein. On a créé un journal spécial à l'époque, La Trompette, pour orienter la politique dans l'accompagnement de la nomination de Maître Agboibo à être Premier ministre. Mais quand il a été Premier ministre, j'ai vu qu'il commençait pour une première fois à aller, par exemple, rencontrer Faure Gnassingbé au Zévala à Kara. J'ai tourné le dos et je l'ai critiqué directement. Mais avant de mourir, quand même, on a eu l'occasion parce qu'il était venu à Paris quand il était encore malade. Moi, je suis venu chez lui à la place, à la République pour le visiter. On a gardé de bonnes relations. Donc, Maître Agboibo, c'est un leader très stratégique, très intelligent, qui a réussi, comme je l'avais un peu canonisé, le chef de la lutte démocratique au Togo. Je lui ai donné cette place et je pense que beaucoup de personnes qui ont lu cet éditorial ont cru que, voilà, j'avais raison sur la ligne dans la mesure où toutes les concessions qu'il a faites, toutes les stratégies qu'il a menées, au niveau des dialogues, au niveau de la cause et de l'idéologie politique, il avait fait sa part avant de mourir. Ça, c'est Maître Yaovi Agboibo. Léopold Ignevi, je l'ai connu depuis très longtemps, depuis les années 90, où je l'ai fréquenté beaucoup chez lui. Il est beaucoup dans la logique, c'est vrai, socialiste, mais un peu marxiste et révolutionnaire. Et quand moi je l'ai connu, c'est lui, quand on était encore au campus à l'université, c'est lui qui nourrissait un tout petit peu, comme je peux parler, les financements de la lutte estudiantine. Je rappelle que j'ai été très impliqué dans la lutte estudiantine au niveau du conseil des étudiants de l'université du Bénin. Vous receviez bientôt Tché, il en sait quelque chose et puis il va en parler, de 1996 à 2000. Et à l'époque, c'est déjà après nos grandes assemblées, après nos grandes manifestations, c'est des gens comme Léopold Ignevi, Maître Agboibo, qui nous encourageaient. Et je me souviens encore, mon premier téléphone portable que j'avais acheté ou qu'on m'avait offert, c'était Léopold Ignevi qui avait fait un kit au niveau de Télécel. Il a acheté, je crois, une dizaine de téléphones pour remettre aux leaders de la lutte estudiantine afin qu'ils puissent communiquer pour continuer à faire la lutte. Donc, j'ai fréquenté Léopold Ignevi et peut-être la fausse note, c'est qu'un jour, j'avais rendez-vous avec lui et j'arrive chez lui à 19h. Je vois un monsieur qui me parle. Il me dit, mais tu ne me connais pas? Ben, tu fais semblant. Quitte là-bas, tu me connais, tu ne me connais pas. Et le monsieur avait laissé son pistolet sur la table de la terrasse où nous étions avec le Léopold Ignevi. Et après, le monsieur se présente. Il dit, c'est moi. Tu as toujours écrit sur moi, tu n'as pas eu ma photo pour mettre dans ton journal. C'est moi, Massina. Et c'est chez Léopold Ignevi que j'ai vu pour la première fois Massina. À l'époque, Léopold Ignevi avait été nommé ministre des Affaires étrangères. Ça veut dire qu'il y avait une certaine situation de protection et de contact pour être nommé ministre des Affaires étrangères ou ministre en tant qu'opposant. Il faudrait passer par certaines étapes, dont les étapes du renseignement. Donc, c'est à l'époque, Massina était le chef des renseignements de l'ANR, l'Agence nationale pour les renseignements.
Et c'est chez Léopold Nyenavi que j'ai eu la chance pour la première fois de rencontrer Massina. Ça m'a glacé le jour-là parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avais rendez-vous avec Nyenavi et que Massina soit là. Et la seconde fois que j'ai rencontré Massina, c'est sur la voie de l'ANR. Il m'a donné rendez-vous pour me donner des documents et il a failli m'enlever. Mais heureusement, j'étais conduit par un petit frère qui a garé la voiture en position départ. La voiture était en face de lui quand je suis monté dans la voiture. Donc, vous étiez surpris à l'époque que vous avez pu rencontrer Massina chez Léopold Nyenavi. J'ai été surpris. Parce que je pouvais m'attendre à tout sauf à cela. D'accord. Et aujourd'hui, Nyenavi est encore vivant, il peut témoigner. Ça, c'est la petite parenthèse. Nyenavi est un leader qui m'a beaucoup inspiré depuis les années 90 parce que son slogan, à l'époque, c'était démocratie d'abord, multipartisme après. On l'avait écouté dans les années 90, on aurait réussi avec les forces unies à balayer Gnassingbé Eyadema et après à partager le gâteau du pouvoir. Malheureusement, cela n'a pas été le cas et Eyadema a réussi à se maintenir au pouvoir après les mouvements. Ça, c'est pour Léopold Nyenavi. Jean-Pierre Fabre, naturellement, depuis qu'il était à l'UFC, secrétaire général de l'UFC, par défaut de rencontrer Jean-Pierre Gilles Christ-Olympio, ben, c'était Jean-Pierre Fabre. Et je me souviens, quand je faisais des émissions en plusieurs langues à Radio Victoire à l'époque, je rappelle que Radio Victoire, à un moment donné, a été fermée par Gnassingbé Eyadema. Et c'est le général Ouala, à son nom, parce que j'ai appris qu'il est décédé récemment, qui est venu enlever le matériel en pleine émission. J'étais avec Gilles Boko pour tourner cette radio. Gilles Boko qui est aujourd'hui à Nîmes TV. Il est venu un dimanche où on animait une émission interactive Convergence, enlever le matériel, tout débranché, et il a dit jamais, la radio ne pourra jamais émettre. Émettre, ouais. Et c'est après la mort d'Eyadema que Fort Gnassingbé, je crois, a rouvert Radio Victoire qui aujourd'hui continue de faire du bon travail. Donc, à l'époque, cette radio qui a commencé par lancer des émissions interactives, le journal élevé, et je faisais une émission qui mobilisait les gens et tout ça. Et voilà. Donc, voilà pour le cas de Léopold Nyenavi et pour le cas pour le cas de Jean-Pierre Fabre. Donc, pour Jean-Pierre Fabre, je me rappelle, il m'appréciait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il disait que, Carlos, mais si moi j'avais ton talent là, quel talent? Celui de pouvoir communiquer en français, en Kotokoli, en Ébé, en Wati, et en Kabyé et tout ça. Mais je faisais une émission d'information où j'invitais les auditeurs à appeler dans toutes les langues que je pouvais gérer. Donc il dit, mais si j'avais ça là, ça va être vraiment une force politique pour moi. Et quand Jean-Pierre Fabre a basculé à l'ANC, on a compris que c'était la bonne voie. Et on s'est toujours appelé, je suis allé chez lui à la maison, on a échangé. Mais la dernière fois que Jean-Pierre Fabre... Mais pourtant, vous n'avez jamais travaillé pour lui. Je n'ai jamais travaillé pour lui. Vous voyez pourquoi, à peu près pourquoi je vous pose la question, puisque moi, on pense que je travaille pour Jean-Pierre Fabre. Celui que moi, je n'ai jamais croisé. C'est une question d'idéologie. Voilà. Des gens qui ne veulent pas peut-être la tête de Jean-Pierre Fabre. Voilà. Parce que Jean-Pierre Fabre, je me souviens, la dernière fois que je l'ai vu, c'était après que j'ai été arrêté et gardé au SCRIC, après ma sortie. Je devais aller, je ne sais pas où, dans un village pour voir quelque chose, dans le Pelé. Et j'ai vu sa voiture garée à Pelé, dans le domicile de Madame Isabelle Amégavi. J'ai garé ma voiture. Et c'est la dernière fois que Jean-Pierre et moi, on est restés ensemble. On a mangé ensemble du foufou et tout ça là. Et puis, il m'a dit, il m'a présenté vraiment sa compassion par rapport à ce que j'ai vécu et tout. Et c'est après cela que j'ai quitté le Togo. Donc, Jean-Pierre Fabre fait partie des personnes que j'ai vues
Et c'était par hasard, hein, j'étais allé dans un village, je crois, à Amla, même via Sodo, pour quelque chose de personnel avant de quitter le Togo. J'ai vu sa voiture garée. Et je suis allé, on a échangé ensemble, on a passé un petit moment avant que je ne parte. Donc ça, c'est mes relations avec Jean-Pierre Fabre. Mais je n'ai jamais détenu une carte ni de l'UFC, ni de l'ANC. Naturellement, je suis journaliste. Et puis, je n'ai jamais appartenu à une idéologie qui soit une idéologie dont je suis membre. Mais j'ai toujours défendu les forces démocratiques. Vous me parlez de Sobertin Agba. Personnellement. Je ne le connaissais pas, ce monsieur. Je savais qu'il était le patron de OPS Sécurité. C'est une agence de sécurité. Et comme à l'époque, avant même qu'il ne soit arrêté, il était du côté du pouvoir, parce que d'après les investigations à l'époque, vous savez, il était dans les affaires d'armes et de tout ça là. Il fournissait, il faisait des fournitures d'armes à l'État togolais. Et en l'occurrence, les gaz lacrymogènes et tout, toute la fourniture qui pouvait permettre à l'État de se doter des moyens, qui malheureusement étaient utilisés pour faire la répression. Donc moi, je ne l'aimais pas. Il était du côté du pouvoir. Ça, c'était normal. Et c'était logique. Moi, je l'ai connu quand un jour, Junior Amemounia, paix à son âme. Il est décédé en 2018. Et jusqu'à ce jour, je continue de le pleurer. Un confrère journaliste également. Hein. Un confrère journaliste. Il est venu me voir à midi. Il me dit que Carlos Bertin So Agba, c'est mon ami. Et que il a été arrêté dans une affaire d'escroquerie internationale et tout. Et on l'a amené en prison et il a avalé des produits. Il a avalé 48 Lexomil. Ça, c'est des produits sédatifs qui permettent de dormir profondément. Mais il faut prendre seulement un comprimé pour perdre connaissance et dormir profondément. Mais lui, il en a avalé 48. Et il était presque dans le coma. Et on l'a amené au CHU pour lui permettre de se réveiller. Et au moment qu'il était au CHU, on l'a encore menotté contre son lit de malade, contre le lit de l'hôpital. Junior est venu me voir à l'époque parce que j'étais le président de la coalition togolaise des défenseurs des droits humains, la CTDDH, qui était composée de toutes les organisations des droits de l'homme, dont la LTDH, la Ligue, Amnesty International, ATDPDH, ATDH et puis et tout le reste. À midi, j'ai appelé toutes les organisations des droits de l'homme. Et heureusement, une dizaine a répondu. On s'est retrouvés au CHU Tocoin. À midi, sous le soleil. Il y avait Maître Afambi, il peut témoigner, Pandé Adjaré, il y avait actuel président de Cassit, là, il s'appelle Maître Améga, il y avait paix à son âme, Koumson Etri, il y avait André Afan, et il y avait encore d'autres organisations des droits de l'homme. On s'est retrouvés au CHU Tocoin. Et on a délégué Maître Afan Medi et Pandé Adjaré pour aller discuter, parce que le CHU était complètement encerclé par les agents de l'ANR. Et c'est à partir de ce moment que Sobertin Agba a commencé à avoir la protection des défenseurs des droits de l'homme. Au début, j'avais refusé parce que j'ai eu une discussion farouche avec Maître Ajavon. Parce que quand Maître Ajavon s'est constitué pour Pakanya Simbe, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Pakanya Simbe a contribué pendant la succession monarchique de Fort Nyassimbe à massacrer la population. Mais comment on peut voler au secours de ce personnage aussi controversé? Mais on n'a qu'à laisser lui et son frère se régler les comptes. C'est la nature, c'est le karma. Et je me souviens à l'époque, Maître Zeus Ajavon et André Afam, ils m'ont dit que nous sommes en droit de l'homme et nous sommes en droit. Un avocat, même si la personne est criminelle,
pour se constituer et la défendre. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé par défendre les droits humains de Pachanga Nsimbe et par ricochet de tous ceux qui étaient torturés à l'ANR. Et c'est avec la coalition que nous avons levé le voile sur tout ce qui se passait à l'ANR, parce qu'entre-temps, Bertin Agba était là-bas, et entre-temps, Boudona est rentré dans le sérail de l'interpellation, les commandants Olivier Ama, et tout le reste, et c'est co-détenu. Et c'est à partir de ce moment qu'on a commencé par mener cette lutte-là sur les droits de l'homme. Et après, vous savez, dans ma stratégie journalistique, j'ai réussi à me déguiser en tout, en prêtre, en imam, en femme, en zémidian, pour aller voir tout ce monde-là à la prison. À la prison de Thierry, à la prison de Lomé, à la prison de Noté. Bodjona en sait quelque chose. Pascal Bodjona en sait quelque chose. Et quand Agba Bertin était atterré en prison, et là, il n'a pas oublié ça jusqu'à mourir, parce qu'il se rappelle de deux choses. Et chaque fois quand il m'appelle, il me dit, Carlos, ce que tu as fait pour moi, un jour, je te le revaudrai. Moi, je ne travaille pas sur les droits de l'homme en attendant une récompense. Tout à fait. Je travaille par principe professionnel. J'avais mobilisé les organisations des droits de l'homme pour venir à son chevet au CHU. De deux, j'ai fait venir Alioune Tine et le secrétaire général. Le Sénégalais. Le Sénégalais Alioune Tine. À l'époque, il y avait la coalition Yanamar qui dirigeait contre le président Wade, je crois. Abdoulaye Wade. Je l'avais invité pour venir constater les conditions de détention de Bertin Agba. Quand il m'a vu accompagné de Alioune Tine et de maître Tandé Agaré, il a dit, Carlos, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas déplacer ce monsieur-là jusqu'à Thierry pour venir me voir. Et cela a permis de traîner le dossier des tortures au niveau de l'ANR jusqu'à Genève, parce que je dirigeais la coalition et j'ai dirigé la plateforme pour l'examen périodique universel à Genève. Là où les témoins font les fanfarons aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus oser venir encore en Suisse parce que il y a des plaintes qui ont été déposées. Il y a des plaintes qui ont été déposées. S'il vient en Suisse aujourd'hui, on va l'interpeller pour tuerie de jeunes filles. Donc c'est dans ce contexte que j'ai connu Agba Bertin, de bout en bout, jusqu'à ce qu'il ne quitte de façon déguisée le Togo. J'en sais quelque chose, mais je ne vais pas aller dans les détails. Pas tout, on ne peut pas tout dire. Je l'ai perdu de vue, parce que moi-même j'avais des problèmes et tout ça, là, j'ai quitté le Togo, et malheureusement, il est décédé. D'accord. Aujourd'hui non élu. En tout cas, nous disons tous aussi publiquement pour faire comprendre à nos compatriotes le travail en tant que journaliste que nous devons faire, parce qu'on ne peut pas mettre à dos ces leaders pour mieux comprendre comment fonctionne la politique. Il faut quand même aller vers eux. Il reste un personnage clé. On tend vers la fin de cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder en TikTok live, également sur Radio Canal, sur Radio Avoulet, tapoter, partager. François Bokor, comment vous l'avez connu? François Bokor, je ne suis pas son ami. Et je l'ai toujours dit, parce que j'ai du mal, en fait, à porter dans le cœur, dans un combat, ceux qui ont été avec le pouvoir. Moi, c'est peut-être un défaut, parce que quand tu trahis le peuple, quand, à un moment donné de l'histoire, tu étais de l'autre bord, le bord des bourreaux, de la répression, de l'injustice, de l'indignité, et qu'à un moment donné, tu reviens comme si tu étais avec nous, je t'accepte avec le frein en main maintenu. Je ne vais pas me mettre automatiquement à commencer par te louer. C'est pourquoi François Bokor n'est pas mon ami, mais
je partage la lutte démocratique qu'il mène et qu'il a toujours menée. Et comment je l'ai connu? Je l'ai rencontré une fois. C'était en 2005, pendant la période de succession. J'étais allé faire un reportage et j'ai pris des photos quelque part et les agents sont venus m'interpeller pour dire que pourquoi j'ai pris les photos. Ils ont saisi ma voiture et puis ils ont gardé ma voiture à la brigade motorisée. J'avais son numéro. J'ai appelé François Boko, j'ai dit, monsieur le ministre de l'Intérieur, on a saisi ma voiture et tout ça là pour rien et tout. Et il m'a dit de passer au bureau. Je suis allé le voir au bureau et il a appelé la brigade motorisée, la BM, pour leur demander de me restituer illico presto ma voiture parce que je suis un journaliste. Et je lui ai dit merci. C'était une action, une bonne œuvre qu'il a menée. Et je l'ai remercié. Et c'est à partir de ce moment que j'ai eu une bonne image de lui, même s'il était homme du pouvoir. C'est vrai qu'avant de revenir chercher la voiture, ils ont cassé les rétroviseurs, ils ont mis du sel dans le réservoir pour couler le moteur, ils ont fait tout ça. Voilà, ce sont les œuvres des militaires qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y a des victimisations, il y a des répressions, et puis il y a des manies, des manœuvres sordides qui ont été menées contre les populations que beaucoup ne disent pas. Mais ils sont cyniques. Ils sont des criminels. Et quand tu as l'occasion de les combattre, quand tu es sur le terrain, c'est que tous les jours, il y a des petits coups, des petites capsules, des petits cachets. Ce que Amron a subi, c'est l'un des cachets qu'ils administrent aux gens. Ils en ont plusieurs. Ils en font à tout le monde. Mais malheureusement, beaucoup ne parlent pas, beaucoup n'ont pas leur voix qui porte, et ça se passe dans le silence. Merci. C'est pourquoi il faut combattre pour essayer. On va conclure. Briser ce silence-là. Donc, beaucoup, aujourd'hui, par rapport à cette idéologie, moi j'ai été toujours pour ceux qui luttent pour le départ du système fort Yacine. Et quand quelqu'un est dans la logique, je vais accompagner cette lutte. Mais du moment où la personne commettra une erreur et je commencerai par sentir qu'il y a un retournement de situation, un retournement de veste comme Bodona l'a fait, ben, je serai dans mes positions de combattre la personne jusqu'au bout. D'accord. Merci infiniment, Carlos Ketor. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien exclusif qui est un petit peu et quand même long, mais très intéressant. Surtout votre parcours en tant que journaliste aussi. Votre approche de solution, en un mot, c'est la résistance. Alors, comment continuer cette résistance? Dans ce comment, je sais qu'il y a beaucoup de choses. Donc, je vous laisse le temps de conclure cet entretien et un message clé surtout à la diaspora et aussi de compatriotes restés au pays qui continuent la résistance et qui font face à une dictature implacable, à des répressions. On apprend également que des arrestations sont planifiées surtout au niveau de la société civile. La peur règne. Comment transcender cette peur pour conclure cet entretien, Carlos Ketor? Rupture avec la dictature. Rupture avec la dictature. C'est ce qui reste encore à faire. Il faut rompre avec la dictature. Et une rupture avec la dictature ne se fait pas avec des moyens classiques. Parce que nous sommes dans un combat face à une force de répression sans égale, à une dictature comprador, comme le dirait mon professeur de philosophie politique, M. Kwakouvi Maoulé, Kwamvi, que je salue de passage. La dictature comprador. Ils ont les armes, ils ont les moyens pour corrompre, ils ont des kalachnikovs, ils ont des éléments, ils ont des miliciens. On est face à un régime qui a poussé des cornes de la répression. Et je suis même surpris que Faure Gnassingbé continue d'être soutenu par des gens qui sont autour de lui. Parce que c'est un monsieur, il n'a pas de vision, il n'a pas d'ambition, il n'a pas de programme, il n'a pas de projet, et tout se fait à volo. Et je ne comprends pas pourquoi des gens soient autour de lui et reconnaissent qu'il est une calamité,
qu'il n'arrive pas à changer même ses propres couches, hein, entre guillemets, pour changer le Togo et continue de l'accompagner. J'ai eu des ministres qui m'ont dit, Carlos, mais pourquoi tu ne peux pas écrire à la une de ton journal Paul Gnassingbé 1-K-Pas-Ble- ça dit que Paul Gnassingbé incapable. Des ministres m'ont dit ça. Et je sais ce que tous ces ministres-là pensent de lui. Mais je ne sais pas la force, je ne sais pas l'influence, ou à la limite, comment on l'appelle, l'envoûtement qu'il a exercé sur eux pour qu'ils continuent par faire les bénis oui. Je ne sais pas les paroles incantatoires qu'il a prononcées contre tout ce monde-là pour qu'il soit transformé en des bénis oui. Et continue par développer des arguments pépieux pour défendre Paul Gnassingbé. Je ne comprends pas. D'accord. Je ne comprends pas Kokoroko, je ne comprends pas Robert Doucet, je ne comprends pas Koda, je ne comprends pas Pascal. Bon, Pascal Bodjona, lui, il n'est pas intellectuel parce que, voilà, il n'est pas du lot. Mais je ne comprends pas cette personne. Mais je vais tirer la conclusion. L'histoire des dictatures tombées nous enseigne que le dernier souffle d'un régime autoritaire est souvent le plus violent, mais aussi le plus fragile. Il ne reste plus qu'un ciment de peur et d'habitude qui craque sous le poids d'un peuple qui dit assez, on en a assez, on en a marre. Ce qui reste, c'est la convergence des forces démocratiques. Et quand j'étais dans le live de Jamie, que je salue au passage, j'ai appelé ou interpellé le nom de certaines personnes, de certains leaders politiques. Rejoignez la lutte. Titi Achadam rejoint la lutte. Jean-Pierre Fabre rejoint la lutte. Maître Apevon rejoint la lutte. Et tous ceux qui sont inspirés par le changement au Togo. La continuité dans la pression populaire et surtout l'audace d'une élite intellectuelle et spirituelle qui cesse de composer avec le mensonge d'État devait être un devoir sacro-saint pour nous tous les Togolais. Parce que, comparons avec le Burkina Faso en 2014, où la servi de Milosevic, la chute ne vient toujours pas par les armes, mais par la masse critique des citoyens qui refusent d'obéir, qui ne vont plus réunir, qui ne paient plus les taxes, la désobéissance civile, et puis le mépris du pouvoir et l'humiliation. Il faut commencer par parler de ça et par unir les forces démocratiques. Mais il ne faut pas s'attendre à avoir l'unanimité avant d'engager. D'accord. Et ce qui se fait déjà avec le M66 est déjà bien. Et je vois qu'au niveau de la diaspora, au Luxembourg, ici, il y a eu une manifestation. En Allemagne, il y a manifestation. Aux États-Unis, il y a manifestation. À Bruxelles, il y a manifestation. Donc, il faudrait que ces manifestations... En France, à Paris. Pour essayer de montrer le vrai visage du régime togolais, du pouvoir de Faure Gnassingbé. Merci. Et ça permettra d'arriver à bout de cette dictature de Faure Gnassingbé qui va finir en cette année 2025. Merci. Je profite pour saluer, et en passant, toutes les forces démocratiques, le M66, je salue du passage à Mouron, qui doit être en train de nous écouter, de saluer Zana Bombo, Kodjovi Toguin, Tongwevi PC, et Raoul Leblanc, Black Opium, si elle est à l'écoute, et Tché, qui est là actuellement, je pense, et Markenda, qui aussi fait sa part, et puis sur le terrain, toutes les forces démocratiques, la société civile, les partis politiques d'opposition, et aussi les gens au sein du pouvoir qui ne sont pas d'accord. Ils n'ont qu'à briser le silence pour dire que ça n'est assez
Parce que si Faure Gnassingbé est anéanti et part, ce serait pour le bien, non seulement du Togo, mais pour leur bien et pour le bien de leur progéniture. Merci. En tout cas, merci infiniment, Carlos Ketou. Une vraie convergence d'action est indispensable pour en finir avec la dictature au Togo. Ainsi prend fin cette émission, cet entretien exclusif à bâton rompu avec le grand journaliste Carlos Ketou. Mais nous allons nous rappeler cette citation de Frantz Fanon. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Je pense que nous avons enfin peut-être découvert notre mission, qui est de maintenir cette flamme de mobilisation. Nous devons continuer la mobilisation, quelle que soit la situation. Merci de votre résistance. Et cette chanson Miga Vonwo de Don Statch pour nous donner encore le courage en toute résistance. Bonsoir et merci de votre fidélité.